Bonjour à tous, je vous remercie de me redonner la parole pour parler un peu plus longuement du cytomégalovirus, pour lequel vous allez voir, il y a quand même un petit peu d'actualité avec les dernières publications sur lesquelles on va s'arrêter un petit peu. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse au cytomégalovirus? Et c'est parce que c'est le principal agent responsable d'infections congénitales et en Europe, on le retrouve chez 0,3 à 1% des nouveau-nés. C'est un problème de santé publique lors de son rapport qui a été publié en 2018, le Haut Conseil de la santé publique a montré qu'il pouvait y avoir des formes graves, des suites défavorables de la grossesse, des formes modérées mais avec des séquelles en quantité qui sont non négligeables chaque année en France. Et il y a une espèce de paradoxe, et on le voit très bien sur cette diapositive qui date un petit peu, mais qui est toujours vraie, qui montre que finalement, chaque année, le nombre d'enfants qui naissent avec des séquelles à long terme, il y en a beaucoup plus qui naissent avec le CMV avec des séquelles que de la trisomie, de l'alcoolisme fœtal ou spina bifida. Et si on regarde par rapport à d'autres infections, vous voyez qu'il n'y a pas de ruelle congénitale, mais il y a beaucoup de CMV. Et ce qui est assez frappant, c'est que finalement, le CMV, c'est la première cause, mais c'est la moins connue, beaucoup moins connue que la rubéole, qui n'est quasiment inexistante aux États-Unis. Et on a des chiffres à peu près comparables en France. Donc, il y a une discordance entre la fréquence et la gravité et la connaissance que les gens peuvent avoir de l'infection à CMV. Actuellement, on fait le diagnostic d'infection à CMV dans plusieurs circonstances. Soit parce qu'il y a une sérologie de dépistage, et on y reviendra, soit parce qu'il y a une sérologie qui est faite sur un signe d'appel maternel, une fièvre, un syndrome grippal, une hépatite, soit parce qu'il y a un signe d'appel échographique qui a été mis en évidence lors du dépistage. Pour ce qui est de l'interprétation des sérologies du premier trimestre, lorsqu'on fait une sérologie qu'elle est négative, il y a une absence d'immunité. Donc, il est important d'insister sur les conseils d'hygiène. Nous y reviendrons. S'il y a des IgG et pas d'IgM, la patiente est considérée comme immunisée, même si le terme immunisé n'est pas extrêmement bon. Et il y a absence de marqueurs de primo-infection récente. Et c'est plutôt la meilleure façon de parler que de dire immunisé, puisque le CMV ne donne pas une immunité totale. S'il y a des IgG et des IgM, il faut aller plus loin et faire la mesure de l'indice d'avidité des IgG pour savoir si c'est une infection récente ou pas. Dans l'immense majorité des cas, lorsqu'il y a des IgM, il n'y a pas d'infection récente. C'est vraiment extrêmement important à avoir à l'idée. Donc, si l'avidité est élevée, c'est une infection de plus de 3 mois. Si l'avidité est faible, c'est une infection de moins de 3 mois. Donc, c'est à interpréter en fonction du terme de la grossesse, bien évidemment. En cas de signes cliniques, là, par exemple, si la patiente elle vient alors qu'elle a la fièvre ou une hépatite, si elle a une sérologie qui est négative, la sérologie peut être trop précoce par rapport aux signes cliniques et les anticorps maternels ne peuvent pas être encore forcément détectables. S'il y a des IG et des IgM et qu'il y a des signes cliniques, on est probablement dans une infection active en cours. On va quand même faire l'avidité des IgG puisque normalement, elle devrait être extrêmement faible. Si elle est élevée, c'est que ce n'est pas en rapport avec ce qui est en train de se passer. S'il y a des IgG et pas d'IgM, c'est peu probable que ce soit une infection récente, puisque normalement, dans les infections récentes, on devrait avoir des IgM. Alors, quand il y a des IgM, on ne sait pas si c'est récent ou pas, mais quand il n'y a pas d'IgM, on est quasiment sûr que ce n'est pas récent. Et lorsqu'il y a des IgM et pas d'IgG, c'est probablement que l'infection est au tout début en train de se produire, puisqu'on commence à fabriquer des IgM avant les IgG. Et donc, on va regarder si des IgG apparaissent quelques jours après ce premier prélèvement. S'il y a des signes échographiques en faveur d'une affection fœtale, par exemple une ventriculomégalie, un intestin hyperacogène, on fait la sérologie. Si celle-ci est négative ou s'il n'y a que des IgM, ce n'est pas le CMV. D'accord, ça, c'est sûr, parce qu'il faut le temps que le virus se développe chez la maman, qui passe à travers le placenta, qui donne les signes échographiques, il faut qu'il y ait des IgG chez la mère. Donc, s'il n'y a pas d'IgG, c'est pas ça. Par contre, qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas d'IgM, on s'en fout. S'il y a des IgG, quels que soient les IgM, ça peut être une fœtopathie infectieuse liée au CMV, parce que les IgM peuvent avoir disparu, parce que ça peut être une réinfection, une réactivation. Donc, il faut faire un diagnostic anténatal.
Après, tout ce qui est analyse d'un sérum de début de grossesse, tout ce qui est avidité, dans ce contexte-là, c'est un point de vue intellectuel. Moi, d'un point de vue pratique, il y a des signes échos, il y a des IgG, il faut discuter d'un diagnostic prénatal par une amniosynthèse. C'est l'occasion d'insister un petit peu sur les infections secondaires à CMV. C'est-à-dire que le CMV fait partie de la famille des herpès viridés, et dans les herpès viridés, il y a varicelle zona, il y a herpès simplex. Vous savez que ces virus peuvent donner des réactivations sous forme de zona pour la varicelle et des réinfections. Et le CMV donc, peut donner ce genre de symptomatologie. Une réactivation, c'est le virus qui est présent quelque part au sein du corps de la dame, qui va se réactiver, peut aboutir à une excrétion virale et éventuellement un passage transplacentaire. Une réinfection, c'est on a déjà rencontré le virus au cours de sa vie, c'est un autre virus qui circule dans la circulation générale, dans la population générale, qu'on va réattraper et qui lui aussi va aboutir à une transmission materno-fétale et une fétopathie varicelleuse. Alors comment est-ce qu'on fait le diagnostic de ces infections secondaires? Est-ce que c'est l'augmentation des IgG anti-CMV? Non, 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 pas toujours. Est-ce que c'est la présence des IgM spécifiques? Peut-être, mais parfois simplement, pas toujours. Donc il y a de nombreux pièges. Le diagnostic des infections secondaires n'est pas fiable. On ne fait pas un diagnostic d'infection secondaire par une sérologie. Ce n'est pas la peine de me poser des questions sur est-ce que les IgG qui montent, mais les IgM qui réapparaissent, tout ça. Non, ce n'est pas fiable. Ce n'est pas fiable, il faut oublier. Lorsque la patiente a eu une sérologie CMV il y a 2 ans et que par hasard on en refait une là et qu'il y a des IgM, est-ce que ce sera actif? Je ne peux pas le dire, je n'en sais rien. Il faut faire comme si cette sérologie n'existait pas. Il ne faut pas faire ces examens, ces sérologies qui sont non interprétables. Par contre, on sait que ça existe et on sait que lorsque ça se produit, les conséquences sont identiques entre les infections secondaires et les primo-infections. En cas d'infection au cours de grossesse, on considère qu'il y a à peu près 1% des patientes enceintes qui font une primo-infection. Il y a un taux de transmission materno-fétale, et je vous fais le tarif global, c'est à peu près 30% entre le pré et la fin de la grossesse. Et puis, je vous ai dit qu'on ne savait pas faire le diagnostic des réinfections et des réactivations, donc on ne sait pas combien il y en a, on ne connaît pas le taux de transmission materno-fétale. On sait que ça existe, on sait que ce n'est pas rare, mais on ne sait pas en faire le diagnostic, donc on ne connaît pas les chiffres ici. Dans 90% des cas, globalement, le nouveau-né sera asymptomatique avec pour seul risque de séquelles 5 à 10% de troubles auditifs. Par contre, s'il est symptomatique, là par contre, il y a un risque de forme grave avec des formes neurologiques gravissimes ou des décès néonataux avec ce tableau avec microcéphalie, jaunisse, pétéchie, etc., etc. Cette publication de 2013 illustre l'évolution du taux de transmission materno-fétale tout au long de la grossesse. Et comme les autres agents infectieux, sauf la rubéole dont on a parlé, le taux de transmission augmente avec le terme. Et ça a été revu également dans une revue La littérature récente de 2020 qui montre bien que le taux de transmission est directement corrélé au terme de la grossesse, qui est donc faible au début et important à la fin. Maintenant qu'on a fait le diagnostic de l'infection chez la mère, comment est-ce qu'on peut faire le diagnostic chez l'infection chez le nouveau-né? Eh bien, on va discuter de faire une amniosynthèse. L'amniosynthèse qui va mettre en évidence le virus dans le liquide amniotique, historiquement par culture, mais ça ne se fait plus, ou c'est essentiellement par la PCR. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la sensibilité de la PCR est extrêmement importante et quasiment de 100%, et que parfois il peut y avoir les virologues n'aiment pas que je dise des faux négatifs, mais une amniosynthèse qui est négative et puis un bébé qui naît infecté. Ce n'est pas parce que l'amniosynthèse n'a pas mis en évidence le virus dans le liquide, c'est parce que le virus est passé après. C'est une transmission après la myosynthèse. Et en fait, comme la gravité corrélée au terme, on y reviendra, finalement, ce n'est pas très grave que le virus passe après la myosynthèse. D'accord? Comme le montre cette étude-là, il y avait 15% de faux négatifs, mais il n'y avait aucune séquelle neurologique sur les patients pour lesquels la myosynthèse était négative avec un bébé infecté. Donc, ça illustre très bien que faire une amniosynthèse, c'est une valeur extrêmement importante de pouvoir rassurer les couples, puisque dans les 70% des cas, on fait la myosynthèse et est négative, on peut leur foutre la paix puisque c'est une très forte valeur prédictive négative. Et c'est pour ça aussi que c'est important de bien garder à l'esprit que le diagnostic final, le gold standard, c'est l'analyse des urines chez le nouveau-né. Donc j'insiste sur l'excellente valeur prédictive négative
de cette analyse. Alors, certains disent qu'on peut faire la myosynthèse un petit peu plus tôt, qu'on ne perd pas beaucoup en sensibilité et spécificité. Donc, je continue à penser qu'il faut le faire après 21 semaines d'aménorrhée, sauf s'il y a des signes cliniques. Ça, c'est un point important. Alors, en termes de pronostic, le premier facteur pronostic, c'est le terme de l'infection. Au début, il y avait des résultats contradictoires puisqu'il y avait des erreurs dans l'interprétation des sérologies et parce qu'il y a un piège classique qui est le délai d'apparition entre les signes échographiques et le moment où la patiente a été infectée, et parfois ce délai peut être extrêmement long. Quand on regarde ces publications anciennes, déjà Robert Paz trouvait qu'il y avait surtout des anomalies au premier trimestre et après 14 semaines d'aménorrhée. Dans cette revue de la littérature de 2004, Mara Grezzo-Revelo allait aussi dans ce sens-là. Et lorsqu'on regarde ces 3 publications sur les infections qui avaient lieu après 25 semaines d'aménorrhée, il n'y avait aucun cas symptomatique. Alors, c'est des petites séries, mais cumulées, on aurait dû en trouver, il n'y en a pas. Et quand on regarde la publication que nous avions fait nous-mêmes en 2013, on n'avait aucun cas avant 14 semaines d'aménorrhée. Et le risque relatif de développer des anomalies échographiques avant et après 14 semaines d'aménorrhée était de 22. Et on était très content de voir que d'autres auteurs, comme Lipitz, comme Zavatoni et Faure-Baron, donc plus récemment en 2018, vont dans le sens d'un risque extrêmement différent entre le premier, le deuxième ou le troisième trimestre, des formes graves qui sont vraiment rarissimes après. Et ça a été également mis en évidence par cette méta-analyse de 2020 de Chaltakis, dont on a déjà parlé tout à l'heure, avec vraiment des formes graves liées aux périodes péri- et préconceptionnelles, les premiers trimestres, et exceptionnelles le deuxième ou le troisième trimestre. Voilà. Le Faure-Bardon va même jusqu'à dire que le risque auditif il est quasiment nul au deuxième ou au troisième trimestre. J'attire sur le fait que la moyenne du suivi n'est que de 2 ans et que les acites ne sont pas très importants pour mettre en évidence des choses un petit peu plus rares. Donc il faut être quand même vigilant sur le suivi auditif de ces enfants. Il y a une étude très intéressante de Lipitz qui était faite en 2019 qui se concentrait uniquement sur les échographies du premier trimestre, qui montrait qu'après exclusion des IMG, il y avait 30% de troubles auditifs et 11% de séquelles neurologiques. Donc c'est quelque chose qui est important sur ces fœtus infectés en termes de pronostic à donner aux parents. Alors, quelle est la valeur prédictive de l'échographie et de l'IRM? La valeur prédictive négative de l'échographie en 2006 était de l'ordre de 98%, mais il y avait une confusion extrêmement importante entre l'échographie de dépistage et l'échographie de diagnostic. Et ça, l'équipe de Necker l'a également montré. C'est qu'évidemment, lorsqu'on regarde les cas qui sont diagnostiqués en postnatal, c'est des gens qui avaient eu des échographies de dépistage pas forcément de bonne qualité. Donc, il ne faut pas confondre l'échographie de dépistage et l'échographie diagnostique. Quand il y a des échographies de dépistage, toutes les formes graves sont dépistées. Donc, vraiment, l'idée, c'est de bien avoir à l'esprit que l'on ne trouve que ce que l'on cherche et selon les moyens, on trouve. Donc, quand on dit que l'échographie n'est pas fiable, ne pas confondre dépistage et diagnostic. Et ce qui est extrêmement important, c'est que dans les différentes études, qu'elles soient les miennes, celles de Lipitz, on montre vraiment que quand l'imagerie est strictement normale, le risque qui reste pour ces fœtus et pour ces nouveau-nés, c'est un risque auditif. Et effectivement, l'échographie ne va pas voir les troubles auditifs, l'échographie ne voit pas les lésions microscopiques à l'autopsie et l'échographie ne voit pas les virus non plus. C'est pour ça que certaines publications sur la sensibilité de l'échographie doivent être interprétées avec beaucoup de prudence. En termes de diagnostic prénatal, le CMV va donner un spectre d'imagerie qui est extrêmement variable, qui peut aller d'anomalies cérébrales extracérébrales tout à fait non spécifiques, comme par exemple, le plus souvent, ça peut être un intestin hyperéchogène, des retards de croissance, des épanchements, mais aussi des calcifications. On va s'attarder un petit peu sur un signe qui est quasiment pathognomonique et qui sont les cavitations des cornes postérieures et les cavitations au niveau des cornes occipitales. Parmi les signes échographiques, vous avez ici le fameux candélabre ou vascularité des vaisseaux thalamiques, qui est le nom spécifique du CMV, qui témoigne d'une inflammation cérébrale et qui, lorsqu'ils sont isolés, témoignent d'un risque auditif augmenté, mais pas forcément d'anomalie neurodéveloppementale, mais là, je parle d'anomalie isolée.
Les fameux pseudokystes sous-épandymères que l'on voit de plus en plus à l'échographie, qui sont le plus souvent banaux, c'est une atteinte fréquente de la matrice germinatrice. Lorsqu'ils sont strictement isolés, qu'il n'y a rien d'autre, ça n'est pas un facteur pronostic particulier. Et il y a des études qui montrent qu'il n'y a pas d'excès d'anomalie développementale. Voilà, Jean-François Ognier à Necker a trouvé qu'il y avait une augmentation du risque auditif, mais encore une fois, pas de risque neurodéveloppemental. Par contre, lorsque l'on commence à attaquer des anomalies des noyaux gris centraux, des noyaux codés, des thalamies, là, ce sont quand même des organes qui interviennent dans le contrôle des mouvements, la cognition. Donc là, on est quand même dans des anomalies de mauvais pronostic. Également, là, on est dans le sillon thalamo-codé avec un pseudokyste qui n'est pas un pseudokyste sous-épandymère. Vous avez aussi, Simonzi a montré des lésions précoces qui peuvent se montrer à l'échographie comme cette hyperéchogénicité périventriculaire. Alors, il faut faire attention parce qu'avec les nouvelles sondes, les nouveaux appareils, on a facilement des aspects hyperéchogènes des périventriculaires. Donc, il faut être vigilant dans l'interprétation de ces images. Et il a montré que l'hyperéchogénicité pouvait évoluer vers la cavitation et la leucomatie périventriculaire. C'est également ce qu'on a montré dans ce case report ici, où on avait donc une patiente qui était non demandeuse d'IMG alors qu'il y avait des signes échographiques. Vous avez ici une paroi ventriculaire avec un petit peu d'hyperéchogénicité. Et puis petit à petit, on a vu que ça s'est crevé ici pour donner une cavitation de la corne postérieure. Et donc là, il s'agit vraiment d'une cavitation de la corne postérieure. Il ne s'agit pas du tout de ce que certains ont pu appeler des brides intraventriculaires. Absolument pas. C'est la paroi ventriculaire, elle est ici et une cavitation en arrière. C'est moins une kystisation du cerveau et pas une bride dans le ventricule. Ici, vous avez la comparaison entre un fœtus normal à droite et anormal à gauche. Et vous avez ici donc la paroi périventriculaire hyperéchogène, la cavitation de la corne postérieure avec la paroi du ventricule ici qui refoule en avant par le kyste. Vous voyez qu'en échographie de dépistage, si on va un petit peu trop vite, on ne va pas à cet endroit-là, on ne le voit pas, on peut passer à côté. Vous avez ici la corrélation au niveau temporal avec l'image échographique, l'image IRM et l'image phétopathologique. Le CMV peut aussi donner des anomalies de la gyration. Là, sur cette échographie-là, pour ceux qui sont échographistes, eh bien, croyez-moi, nous sommes à 32 semaines d'aménorrhée. Pourtant, on a des espaces péricérébraux extrêmement larges et une absence de gyration quasiment totale. Et on était à 32 semaines d'aménorrhée. Il faut savoir que l'anomalie de la gyration dans le CMV n'a jamais été décrite comme strictement isolée. Il y a toujours des anomalies du parenchyme tout autour et c'est exactement le cas ici. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce qui est intéressant, c'est la valeur prédictive négative. C'est-à-dire qu'une échographie strictement normale, votre bébé, il ira très très bien. D'accord ? Et je parle d'échographie orientée, diagnostique, faite par des gens qui connaissent, qui cherchent les petits trucs et qui vont surveiller à l'échographie jusqu'à 36 semaines d'aménorrhée pour bien vérifier que le cerveau est strictement normal longtemps. Alors, quel peut être l'apport de l'IRM ? Alors, l'IRM peut mettre en évidence des anomalies à substance blanche, des anomalies à gyration, mais ne verra pas, pour des raisons de résolution spatiale, des petits pseudokystes sous-épandymères, des petites cavitations. Cette étude est très intéressante et faite par Mickey Kani, donc une étude belge, qui a permis de grader l'hyperintensité que l'on peut voir en IRM. Et finalement, montre que quand on a des signaux hyper intenses de grade 1 ou 2, ben, ces enfants ils vont très très bien. Par contre, quand on est dans les numéros 3, 4, 5, eh bien, là, le pronostic est plus mauvais. Mais dans ces cas-là, il y avait d'autres choses, dont le terme septa que je vous avais dit que je n'aimais pas, et puis d'autres anomalies cérébrales graves. Donc, il faut interpréter avec prudence cette histoire d'anomalie de la puissance blanche en IRM, puisque dans cette étude de Kani, il y a 5% des fœtus qui avaient des anomalies de la puissance blanche, mais qui n'étaient même pas infectés. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a une hyperintensité de la puissance blanche qu'il y a forcément un problème, il faut l'interpréter avec prudence. Vous voyez que dans plusieurs cas, il n'y avait aucune conséquence, et quand c'est des signaux temporaux, ça peut entraîner des séquelles auditives. Voilà. Mais vraiment, dans 32 cas d'hyperstimulation de la puissance blanche, il n'y avait strictement aucune anomalie chez les nouveau-nés. Donc j'insiste sur le 4 à 5% des fœtus non infectés qui peuvent avoir des hyperstimulations de la puissance blanche, donc prudence dans l'interprétation. Ce qui a fait dire qu'effectivement, il y a des auteurs qui pensent que ça a peu ou pas d'intérêt
de faire une IRM quand l'échographie est strictement normale. Après, si on a 3 IRM avec une surinterprétation des lésions de la substance blanche. Mais voilà. Et puis, lipides, scanning, on dit attention à, au peu de valeur de signes IRM subtils. Donc, c'est vrai qu'il faut faire attention à ces faux positifs ou des résultats ininterprétables. Je pense que là où c'est le plus intéressant, c'est les infections du premier trimestre sur lesquelles on a appelé à la vigilance tout à l'heure. Alors, est-ce qu'il y a l'intérêt à faire une PSF? Bon, c'est quelque chose qui est très débattu et finalement, il y a assez peu d'études qui permettent de dire que ça a vraiment un intérêt. La thrombopénie peut être un facteur prédictif indépendant de sévérité, mais c'est quelque chose qui a été assez peu publié. Et lorsqu'on regarde le risque relatif de trouver des anomalies graves quand on a une thrombopénie, mais le risque relatif il est de multiplier par 1,1 par tranche de 10 000 plaquettes. Et pour nous, dans notre prise en charge à l'hôpital Louis-Maurier, nous ne faisons jamais de PSF de façon systématique. On peut le faire quand dans un cas un petit peu limite où on ne sait pas trop de quel côté va poser la balance, mais on ne la fait pas systématique comme dans certains endroits. Maintenant, quid des possibilités thérapeutiques? Les vaccins, je vais aller vite puisque ce n'est pas d'actualité. Les immunoglobulines, c'est quelque chose qui traîne, mais pour lequel il y a assez peu de publications. Et la cyclovir, on va s'y attarder un petit peu. Les immunoglobulines, pour vous montrer qu'en prévention de la transmission materne-fétale, vous voyez que finalement, il y a eu 173 cas et 169 contrôles. Mais vous voyez que quand on fait une revue de la littérature, mais que les doses sont variables, les fréquences sont variables, les types d'études sont très différents. Donc, c'est difficile d'interpréter tout ça. C'est beaucoup d'études non randomisées avec de nombreux biais. Et donc, les bénéfices des immunoglobulines sont vraiment peu, voire pas interprétables. Même dans l'étude de 2005 dans le New England, c'était tellement hétérogène avec des résultats surprenants qui fait qu'on ne peut pas prôner l'utilisation des immunoglobulines aujourd'hui dans la prise en charge du CMV. Donc là, il y a... Donc, c'est en traitement, et là, c'est la prévention. J'ai un peu mélangé mes diapos. C'est la prévention de la transmission materno-fétale par les immunoglobulines, avec des essais en prévention de la transmission materno-fétale pour les immunoglobulines. Il y a une étude randomisée qui n'a pas montré d'effet, une étude de cohorte qui a montré un effet. Vous voyez, la différence, c'est le début. C'est les critères d'inclusion, c'est la posologie des immunoglobulines, et surtout, on y reviendra, le délai de la mise en route du traitement. Et ce qui est vraiment très important, c'est que dans l'étude rétrospective qui a montré que les immunoglobulines diminuent la transmission maternelle-fétale, le délai de mise en route, il est extrêmement court, il est de moins de 15 jours entre les diagnostics, entre l'infection et le début du traitement. Donc, vous voyez que les immunoglobulines, dans cette cohorte d'immunoglobulines, les immunoglobulines font passer la transmission de 30 à 2%, avec parfois un passage tardif du CMV. Donc, tout ça pour dire que les immunoglobulines en prévention de la transmission maternelle-fétale, c'est une seule étude randomisée, c'est du faible niveau de preuve. Il y a le problème des posologies, donc des validités externes. Des problèmes de comparabilité pour l'étude notamment de Kagan, qui est une étude non randomisée, et un coût des immunoglobulines qui est extrêmement important, qui fait que c'est difficilement utilisable en pratique. Donc, c'est le traitement fœtal que je vous avais dit qui était peu efficace. Il y a un petit souci dans mes diapositives. Je vous prie de m'excuser. Il y a eu des dérapages de copier-coller de diapositives. Mais alors, tout ça pour dire que si on revient en traitement par les immunoglobulines, qu'il y a par exemple des cas très étonnants où il y avait des fœtus avec ventriculomégalie acide et hépatomégalie qui guérissaient complètement avec des actions intraveineuses et intramyotiques, et puis certains avaient même des actions intracordonales. Vous voyez l'hétérogénéité de la population. Alors, pour parler de la cyclovir et de la cyclovir, il faut savoir que la cyclovir et la cyclovir ont fait l'objet de nombreuses publications, notamment chez les patients VIH et en cas de greffe. Et il y a des données sur l'efficacité et la diminution de la charge virale, voire moins de rejet de greffe quand il y a du valacyclovir. C'est également un médicament qui est donné dans l'herpès, et notamment chez la femme enceinte, ce qui permet d'avoir un recul rassurant sur l'utilisation de ces antiviraux pendant la grossesse.
En prévention de la transmission maternelle-fétale, ce qui est important, c'est cette étude qui a été publiée dans le Lancet en 2020. C'est une étude randomisée, en double aveugle, 50 patientes avec du valacyclovir, 50% avec du placebo. Après exclusion, il y a 45 patientes dans chaque groupe. Et ce qui est fondamental, c'est qu'il y a une diminution importante du taux de transmission maternelle-fétale grâce au valacyclovir donné au premier trimestre, puisqu'on a 11% de transmission maternelle-fétale dans le groupe valacyclovir et 30% de transmission dans le groupe placebo, ce qui était attendu. C'est significativement différent. Donc, on a une diminution de 70% du taux de transmission maternelle-fétale en donnant du valacyclovir au premier trimestre de la grossesse, en sachant qu'un impératif, c'est il faut le donner le plus tôt possible pour qu'on ait une chance que ce soit efficace. Et ça a bien été montré sur ces diapositives. Alors, il y a une petite vigilance, c'est que vous voyez que lorsqu'il y a une amniosynthèse négative, on peut retrouver un bébé infecté quand même, donc 4% dans le groupe placebo et 8% dans le groupe valacyclovir. Alors, ce n'est pas significatif, probablement par manque de puissance, mais on voit bien qu'il y a quand même plus de fœtus qui sont infectés à la naissance alors qu'ils n'étaient pas lors de l'amniosynthèse, et peut-être que le valacyclovir va induire un relâchage tardif à cause du traitement. Mais comme c'est le pronostic qui est corrélé au terme, ce n'est pas forcément grave du tout. Au niveau de la tolérance, il n'y a pas de différence significative entre les effets secondaires. On va noter dans le groupe valacyclovir des cas de thrombopénie, mais qui n'étaient jamais inférieurs à 100 000 plaquettes, qui n'ont jamais nécessité l'arrêt du traitement et qui ont toujours régressé spontanément. Vous voyez qu'il y a un petit peu plus de nausées, céphalées, mais pas de façon significative. Et donc, il n'y a pas d'effet indésirable grave, pas de modification des doses induites par des effets indésirables et personne n'a arrêté le traitement à cause d'une mauvaise tolérance. Vous voyez que ça, c'est vraiment l'étude majeure qui peut changer complètement la prise en charge du valacyclovir au cours des années maintenant et va dans le sens d'un dépistage pour pouvoir traiter tout. En termes de traitement fœtal, c'est un petit peu plus discutable, puisqu'il y a une seule étude qui était une étude selon un modèle statistique particulier, qui n'était pas une étude randomisée, qui était une étude où on comparait du valacyclovir donné à des fœtus qui avaient des signes échographiques de faible gravité, et on comparait le taux d'asymptomatique à la naissance par rapport à la littérature sur des fœtus qui avaient les mêmes signes d'inclusion. Donc, la définition d'asymptomatique à la naissance était une définition clinique, biologique et audiométrique. Il y a 3 articles qui ont été retrouvés avec des critères d'inclusion qui correspondaient à cette étude et qui regroupaient 47 fœtus. Donc, dans ces cas-là, quand il y avait un petit signal échographique, il y en avait 43% qui étaient complètement asymptomatiques à la naissance en termes de clinique, biologie, fond d'œil et audiométrie. Sur les fœtus qui ont les mêmes critères d'inclusion, c'est-à-dire un signe de faible gravité, ça peut être en retard de croissance, un intestin hyperéchogène. Sur les 11 premiers fœtus inclus, il y avait 8 asymptomatiques. Sur la deuxième étape de l'étude, il y avait 34 d'asymptomatiques, ce qui fait qu'on est arrivé à 43 versus 82%, ce qui est inférieur à 0,05. Donc, évidemment, la difficulté, c'est que ce n'est pas une étude randomisée, ça reste une étude de faible niveau de preuve sur laquelle on peut discuter sur les critères d'inclusion, notamment l'intestin hyperéchogène, par exemple, puisque c'est un signe qui n'est pas très objectif. Ce n'est pas une étude en double aveugle. Dans les critères secondaires, ce qui est intéressant de regarder, c'est que vous voyez qu'il y a une chute de la charge virale dans le sang fœtal avant le traitement, puisque dans cette équipe, ils font des ponctions de sang fœtal systématiques. Donc, il y a une virémie fœtale qui diminue entre le moment où on fait la PSF et la naissance. Tous ces fœtus ont eu du valacyclovir, et donc il y a une différence de la charge virale. Et tous ces fœtus ont eu une augmentation des plaquettes. J'insiste sur le fait qu'il n'y a pas de comparaison avec un groupe non traité, donc on ne sait pas si cette évolution des plaquettes et cette évolution de la charge virale est liée au traitement ou à l'évolution naturelle de la maladie. En tout cas, il n'y a pas d'effet secondaire du traitement. Et à la naissance, finalement, quand on regarde les groupes sympto et asymptomatiques de la cohorte, il n'y a pas de différence de charge virale.
Donc, c'est une étude de faible niveau de preuve, j'insiste bien, avec des critères d'inclusion très précis. Mais finalement, ne vaut-il pas mieux éviter d'être malade, ce qui me permet de parler de la prévention par les mesures d'hygiène. Alors, la mesure d'hygiène sur l'infection SMV, c'est efficace. C'est efficace parce que le SMV, finalement, c'est un virus qui est assez fragile, qui perd sa viabilité lorsque la salive sèche, qui disparaît sur les surfaces en moins de 5 minutes, qui disparaît sur les mains en moins de 15 minutes, même si on ne fait rien, et qui disparaît complètement et immédiatement en cas de lavage simple des mains avec de l'eau et du savon. Ce qui a permis de donner les premières recommandations, qui étaient d'éviter le contact avec les sécrétions corporelles de l'enfant, le sang, la salive, les larmes, les urines, les selles, ne pas embrasser l'enfant sur la bouche, ne pas manger avec sa petite cuillère, bien se laver les mains au moment d'échange, tout cela devant être réalisé également par le conjoint. On connaît également les groupes à risque. On sait que les plus à risque d'attraper le CMV, eh bien, ce sont les parents qui ont des enfants en crèche. On sait que 25 à 50% des enfants qui sont en crèche excrètent le CMV. Et on sait que dans l'immense majorité des cas, c'est Marianne Leroy-Ville qui l'a montré, les patientes qui font une reconversion CMV, pendant la grossesse, elles ont un intervalle de grossesse qui est de moins de 2 ans, qui correspond à un enfant qui est à la crèche, pour l'aîné. Donc, le taux de séroconversion annuel de quelqu'un qui est exposé, c'est de 24%. Donc, on sait vraiment qui va attraper le CMV et donc qui est à risque. Ça, c'est l'étude que nous avions montrée en 2009 qui montre l'impact de l'hygiène pendant la grossesse sur le risque d'attraper le CMV. Alors, à l'époque, la première consultation avait lieu à 12 semaines d'aménorrhée à l'hôpital. Et à ce moment-là, on leur posait la question de savoir si elles voulaient un dépistage ou pas. Et ce dépistage, lorsqu'il a été réalisé, nous a permis de voir qui était infecté avant 12 semaines et qui était infecté après. Et elles recevaient également systématiquement une feuille d'information sur la prévention de l'infection SMV pendant la grossesse. Et cette étude a clairement montré qu'avant 12 semaines d'aménorrhée, donc avant l'exposition au conseil d'hygiène, on avait 0,4% des gens qui étaient infectés, qui faisaient une infection au premier trimestre. Et après exposition au conseil d'hygiène, on passait à 0,19%. Donc le fait de donner des mesures d'hygiène, avant, après exposition, on diminuait par 2 sur une période 2 fois plus longue, on dit donc par 4 le risque d'attraper le CMV pendant la grossesse. Vous avez bien compris que les formes les plus à risque d'affection SMV sont celles du premier trimestre. Donc, les conseils d'hygiène, il est clair maintenant qu'il ne faut pas les donner à 12. Il faut les donner idéalement avant le début de la grossesse ou au tout début chez les patients à risque, et c'est vraiment fondamental. On est très content qu'en 2015, une étude italienne ait montré des résultats similaires sur la diminution de transmission de l'infection maternelle lorsqu'il y a des conseils d'hygiène. Et Anne-Gaëlle Cordier a également montré qu'il était facile et applicable de réaliser et d'appliquer ces conseils d'hygiène. Donc, il est vraiment important de garder à l'esprit que l'hygiène va diminuer par 4 le nombre de séroconversions, on va diminuer par 4 le nombre de nouveau-nés infectés, handicapés avec des troubles auditifs sans réaliser la seule interruption de grossesse pour raison médicale. Je vous ai dit au début du topo que le CMV était un herpès viridé, qu'il pouvait y avoir des réactivations ou des réinfections. Alors sur les réactivations, on ne peut rien faire, mais sur les réinfections, donc attraper une nouvelle souche, l'hygiène va marcher. Donc l'hygiène doit être universelle chez toutes les femmes enceintes. Bon, ça évite d'attraper le CMV, mais ça va aussi éviter d'attraper d'autres virus qui peuvent avoir des conséquences potentiellement graves. Donc c'est vraiment extrêmement important de faire de l'hygiène chez tout le monde, quel que soit le statut sérologique, mais même chez les patientes qui ont mais chez les patientes qui ont une sérologie négative, elles vont faire d'autant plus attention. Il faut faire attention à celles qui ont une sérologie positive, qu'elles ne fassent pas n'importe quoi. Quand elles disent pas vous êtes immunisé, vous ne risquez rien, ce qui est une grosse erreur. Donc, quelle est la prise en charge actuelle du CMV dans notre service? Donc, tout dépend du mode d'entrée. Si l'anomalie qui l'on voit est une anomalie échographique, on va faire une sérologie. Si elle est négative, ce n'est pas le CMV qui donne le signe écho. Si elle est positive, quelle que soit la date, même une sérologie faite il y a 10 ans, ça peut être une infection secondaire, donc on va proposer un diagnostic prénatal. Si c'est une sérologie de dépistage qui a été faite, qui montre une séroconversion, on va proposer la myosynthèse
aux alentours de 21 semaines d'aménorrhée, 6 semaines après la primo-infection maternelle pour ne pas la faire trop tôt. On va faire une PCR dans le liquide amniotique pour laquelle j'insiste sur la valeur prédictive négative. Si elle est négative, si le signe d'appel échographique, si le signe d'appel est un signe d'appel échographique, il va falloir assurer en fonction de ce signe d'appel échographique. Si c'était juste la séroconversion, on va pouvoir alléger la surveillance échographique, revoir la pression de plus tard. On peut lever un petit peu la pression grâce à la forte valeur prédictive négative sur laquelle je ne saurais trop insister. Lorsque la PCR est positive, et particulièrement sur l'infection du premier trimestre, il est légitime de proposer une surveillance échographique régulière, à peu près tous les 15 jours si c'est possible, pour rechercher les anomalies écho. Et là, en fonction des anomalies d'écho, soit c'est la cata, on sait qu'une interruption de grossesse peut être acceptable, soit elle est strictement normale et tout va bien se passer, soit on est dans un risque intermédiaire, et là, ça peut être la place pour d'autres examens, dont la ponction sang fétale et éventuellement l'IRM. Mais vraiment, ce qui est important, c'est que si l'échographie est strictement normale, le pronostic va être excellent et on peut discuter d'une IRM selon les moyens que l'on a en faisant attention à ne pas surinterpréter les hypersignaux et surtout ces infections du premier trimestre. Mais une échographie strictement normale a vraiment un facteur pronostic qui est excellent et qui a une excellente valeur prédictive négative sous réserve que cette échographie soit faite par des experts. Et l'heure actuelle, vraiment, valacyclovir au premier trimestre en prévention de la transmission materno-fétale, c'est indiscutable à mon avis aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va retenir? Il faut retenir qu'en absence de signes, le fœtus est considéré comme asymptomatique. Il y a un risque auditif qui est l'ordre de 5 à 10%. En cas d'atteinte cérébrale, le fœtus est à haut risque de séquelles graves. S'il y a un signe extracérébral isolé, par exemple un intestin hypericogène isolé, le pronostic est certes incertain, mais il est le plus souvent bon. La prise en charge raisonnée est possible. Il y a vraiment une importance de la prévention par l'hygiène, une prévention de la transmission materno-fétale par le valacyclovir et un suivi qui est basé sur l'échographie, qui est basé sur la myosynthèse et dans certains cas l'IRM ou la PSF. Je rappelle la position du Collège national des gynécologues obstétriciens français en 2017 et en 2019 qui disait qu'il y avait intérêt à sensibiliser la population à risque en préconceptionnel lors de la première consultation prénatale. Il fallait faire des campagnes d'information et que le collège disait qu'une sérologie péri- ou préconceptionnelle pouvait permettre de mieux cibler les populations à risque de primo-infection. Et vraiment, c'était très très important que ce soit écrit. Le Haut Conseil de la santé publique en 2018, eux, insistaient aussi sur la prévention et l'hygiène, mais disaient qu'ils ne allaient pas faire de dépistage systématique. Et l'Académie de médecine en 2019 était favorable à un dépistage du CMV chez les femmes enceintes. Alors, dépister, oui. À mon avis, oui, maintenant, grâce au valacyclovir au premier trimestre, les arguments contre le dépistage tombent les uns après les autres. Mais quel dépistage? D'abord, il ne doit pas être systématique. Le systématique, c'est je le prescris, on n'explique pas. Le dépistage doit être proposé, il doit être expliqué, parce qu'il doit être assorti des mesures d'hygiène. Parce que parfois, il faut dire que l'interprétation des sérologies peut prendre un petit peu de temps, même si dans l'immense majorité des cas, on arrive à se débrouiller, c'est parfois un petit peu difficile. Il faut les cibler surtout sur les populations à risque. Je pense qu'il faut la faire le plus tôt possible, idéalement en antéconceptionnel ou le plus tôt possible dès le début de la grossesse pour pouvoir sensibiliser sur la période la plus à risque qui est celle du premier trimestre. À mon avis, il faut le faire mensuel jusqu'à 16 semaines d'aménorrhée. Mensuel parce que ça permet de faire un diagnostic précoce et de démarrer un traitement précocement. Ça permet de cibler les femmes à risque et vraiment démarrer le plus tôt possible le traitement pour qu'il soit le plus efficace possible. Je pense qu'il faut vraiment se poser la question de faire un dépistage à l'accouchement chez le nouveau-né pour les autres formes et éventuellement assurer un suivi auditif. En tout cas, ce qui est fondamental et ce qui est indiscutable, c'est l'information, la prévention, avec tous les moyens qui sont à notre disposition à l'heure actuelle. Ça va par cette bande dessinée qui est disponible sur notre site internet, qui existe en plusieurs langues, notamment en français, en anglais, etc. etc. Et puis, vous pouvez retrouver beaucoup d'informations sur notre site internet infection-grossesse.com sur l'onglet CMV et sur notre page YouTube. Et notamment, vous pouvez retrouver des vidéos de prévention que nous avons réalisées qui sont
didactique très simple et que vous pouvez utiliser autant que vous le voulez. Je vous remercie pour votre attention.